Je dirais une réflexion aboutie peut-être. Après 30 années d'expérience dans le milieu sportif, je me suis dit, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai euh, vu à peu près tout, quoi. C'est-à-dire à la fois la beauté du monde du sport, la décrire, et ensuite voir aussi les odeurs nauséabondes des vestiaires sportifs en matière de corruption, en matière d'iniquité, en matière de toutes sortes d'abus. Donc aujourd'hui, à la retraite, je pouvais me permettre d'aller plus loin dans ma réflexion et puis d'appeler un chat, quoi. Si on remonte au premier moment des Jeux olympiques dans la Grèce antique, est-ce qu'il y avait déjà, sur ce plan-là, un élément politique qui entrait en ligne de compte? Clairement, Winston, clairement, parce que en fait, de tout temps, en fait, on a créé ce sport pour former des élites et uniquement des élites. Le reste, ça a été vraiment un mécanisme. On se servait en fait du sport aussi comme, je dirais, une récompense et même faire taire le peuple et peut-être un peuple qui voyait et qui commençait à voir poindre des iniquités sociales, etc. Donc, il fallait taire tout ça. Et quoi de mieux que des amusements? Alors, on amuse le peuple, seulement, c'était pas le peuple qui amusait le peuple, c'était les élites sportives qui amusaient le peuple. Et petit à petit, eh bien, ça a évolué, les mentalités ont évolué, mais le fond, non. C'est-à-dire que du pain et des jeux est encore de circonstances malheureusement aujourd'hui. Donc, c'est un peu tout ça, c'est un peu la genèse en fait. Vous savez, on n'apprend pas de l'histoire, Winston. Et on devrait pourtant, parce qu'elle est pleine d'enseignements, mais on ne les prend pas les bons enseignements. On garde les mauvais en règle générale. C'est comme à la guerre, hein? On n'apprend jamais et on fait Absolument. toujours une guerre. Et si on arrête d'en faire une, il y en a une autre qui surgit ailleurs. Alors écoute, euh, j'aimerais aussi que tu me racontes un peu comment on est en arrivé à ça, parce que les paradigmes ont changé. Là, évidemment, en 2026, c'est très, très évident, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été un endroit où on a, oui, fait de la politique, mais pas seulement ça. C'est un endroit où les femmes n'avaient pas leur place, on était des colonisateurs. Alors, il y a tout cet historique-là dont il faut prendre compte quand on parle d'aujourd'hui, les Olympiques. Oui, alors ce qui est assez étonnant, c'est que aujourd'hui, on veut même essayer de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire Pierre de Coubertin, par exemple. On le présente comme le rénovateur, celui qui a amené finalement, qui a redonné naissance aux Jeux Olympiques, et on s'aperçoit en grattant un peu le vernis que on a affaire à quelqu'un de raciste, de colonialiste, de misogyne. Il n'y a rien qui est à son épreuve, c'est quelqu'un qui a une admiration pour tout ce qui est une race blanche forte. On doit remettre en route, si vous voulez, à l'époque, les Français qui avaient perdu la Première Guerre mondiale, et donc redonner une espèce d'élan nationaliste au peuple français, qui sera forcément un peuple plus fort, et aller chercher ça aussi chez les Alliés, donc les Britanniques, les Hollandais, etc. Donc il va recréer les Jeux modernes, mais avec une vieille mentalité. Alors ce qui qu'on essaye encore de justifier aujourd'hui. Les gens qui essayent, qui sont autour, par exemple, de la fondation de Coubertin, vous diront que c'était une époque et il faut comprendre ce qu'était cette époque, tout en justifiant l'injustifiable. Alors, c'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui, même au CIO, on encense Pierre de Coubertin, alors que il a posé des gestes. Vous parlez des femmes, mais sous son règne, il dit des choses absolument abominables. La femme est là juste pour donner le laurier au vainqueur, et non pas. C'est un spectacle indécent que de voir courir une femme ou de la voir pratiquer un sport. Donc vous voyez que petit à petit, on a évolué, mais est-ce qu'on a véritablement si tant évolué que ça? C'est la question qu'on peut se poser quand aujourd'hui la nouvelle présidente du CIO remet après 30 ans les tests, 30 ans, les tests de féminité en vigueur. Donc, vous voyez que quand on dit qu'on n'apprend pas de l'histoire, ben, c'est ce qu'on découvre aussi dans le livre, c'est que en regardant un peu comment a évolué le sport dans son ensemble, et bien finalement, a-t-il tant évolué que ça? Moi, j'avais bon espoir avec la nomination d'une femme à la tête de la CIO. Tu sais, je me disais, enfin, il y aura une ouverture, il y aura bon, des choses qui étaient interdites autrefois et qui vont être permises aujourd'hui. Mais je me suis gouré en pensant comme ça. Ah, complètement. Parce que, bon, d'abord, on a tous dit, oh, une femme africaine.
Alors là, on faisait d'une pierre deux coups. Mais quand on regarde un petit peu, eh bien, qui est Kirsty Coventry, donc la nouvelle présidente du CIO, eh bien, c'est une Zimbabwéenne. Ok. Elle vient du Zimbabwe. Euh, Elle a dû quitter le Zimbabwe parce que ses parents étaient menacés. Ses parents, en fait, étaient des Rhodésiens. Le Zimbabwe, c'était la Rhodésie avant, c'est-à-dire sous un régime d'apartheid comme celui que l'Afrique du Sud a connu. Donc, les Noirs étaient systématiquement ostracisés. Alors, quand on est arrivé, quand le président et donc la nouvelle République du Zimbabwe va être instituée, on va vouloir évidemment redonner une partie des terres à la population noire qui avait été brimée. Eh bien, les parents de Christy Coventry, qui étaient donc des propriétaires terriens rhodésiens, vont refuser. Et il va y avoir tellement de menaces qu'on va envoyer la petite Kirsty, eh bien, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus rassurant. C'est là qu'elle va apprendre à nager, c'est là qu'elle va devenir une championne olympique. Et elle va revenir auréolée donc de ce titre olympique au Zimbabwe. On va la nommer ministre des Sports. Et là, quand on regarde un peu et qu'on fouille, et on va s'apercevoir qu'elle n'a rien fait. Elle a laissé même les institutions, même les infrastructures de natation dans la désuétude la plus totale. Et alors là, ce qui devient intéressant, c'est ce mélange avec la politique. Elle veut de plus en plus, et elle l'a dit récemment, eh bien, réintégrer les Russes dans le giron sportif malgré l'invasion de l'Ukraine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit les liens qu'il y a entre le président du Zimbabwe actuel et Vladimir Poutine. Euh, Ceci explique souvent cela. Voilà. Ouais, ouais. Parlons, je disais tout à l'heure que la FIFA s'en vient en Amérique et c'est pas sans se poser quelques questions par rapport à tout ce qu'on vient de raconter. Ah, c'est épouvantable. D'abord, ça va être d'abord une catastrophe annoncée au niveau environnemental. On est passé de 32 à 48 équipes. Ça veut dire beaucoup plus de matchs, plus d'une centaine, sur trois pays différents, avec des déplacements qui vont être colossaux en matière de pollution et de carbone. Ça, Mhm. c'est un aspect. Il y a aussi tout l'aspect politique. Qui pourra aller voir ces matchs? Qui recevra le visa dans des pays qui sont systématiquement mis sur la liste noire par Trump? À savoir entre autres l'Iran, mais aussi, je pense à Haïti, je pense à des pays qui sont effectivement sur une liste noire et où on va scruter les demandes des supporters de ces pays-là, qui ne pourront sans doute pas entrer. C'est aussi tout le chantage qu'a fait Trump sur les villes qui sont dirigées par des républicains, par des démocrates, Les et démocrates. où on dit que de toute manière, ils sont pas capables d'organiser tout ça. À un moment donné, il voulait même parler à Gianni Infantino, le président de la FIFA, en lui disant on peut peut-être changer de ville parce qu'eux, ils savent pas. C'est un petit peu. Et en même temps, on voit aussi tout le scandale qu'il y a derrière cette fantastique machine à imprimer des billets qu'est la FIFA, où aujourd'hui, bah, les billets sont prohibitifs. C'est-à-dire que ce qui est le sport le plus joué sur les cinq continents, c'est le sport le plus joué dans la planète parce qu'il ne coûte rien. Et donc tous ces gens-là, ces pauvres, et quand je pense pauvres, là, je parle aussi de classe moyenne, qui ne pourront pas se payer de billets pour aller supporter leur équipe, tout simplement parce que ça devient prohibitif. Alors c'est ça qui est Il y a dénoncé en ce moment. à tous les Asiatiques aussi qui ne seront pas devant leur télé pour voir les Alors, ça a choses. été réglé à coups de centaines de millions, je peux vous le dire. Ça s'est fait il y a quelques jours. Ça a été réglé à coups de centaines de millions. Finalement, on pourra effectivement voir tout ça. La puissance chinoise n'est pas seulement dans l'argent. Je pense qu'au niveau diplomatique, il y a eu des choses qui ont dû se discuter très fortement. Et derrière ces contrats qui sont, on dit, oh oui, vous avez signé la Coupe du Monde, mais quand on s'aperçoit qu'il y a d'autres contrats qui sont beaucoup plus lucratifs. Je n'ai qu'à penser à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, où Sarkozy avait, on va le dire, oui, on peut le dire aujourd'hui, magouillé avec le vote de Michel Platini. Il y a eu des réunions secrètes à l'Élysée avec des dirigeants qataris avant, et on s'aperçoit que, eh bien, quelques semaines après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, eh bien, le Qatar signe un contrat de je sais plus combien d'avions Rafale français, des avions de guerre, des avions de chasse, qui représentaient des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc vous voyez que on n'est plus du tout dans le ballon rond et dans son esprit communautariste, on est comme dans l'abus, quoi. Est-ce qu'il y aura une suite à ceci? Je pense très sérieusement à un tome 2 parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dit sur comment le sport est pris en otage finalement. C'est impérieux. Oui, Il faut oui, le faire. absolument. Oui, il faut le faire. Il C'est faut ce le que tout faire. le monde me dit, oui. Et il y a aussi un roman en route.
Oui, il y a un roman en route presque fini sur lequel je procrastine depuis presque 9 ans sur la vie d'une femme incroyable. Vous allez dire, il va pas encore parler de sa mère. Oui, une Italienne d'avant-guerre qui avait un destin tout tracé pour elle et qu'elle va remettre en cause alors que ça se faisait pas pour la mentalité italienne de l'époque. Et encore une mentalité italienne qui persiste aujourd'hui dans ses pires aspects. Robert Frozy, une enquête percutante sur les coulisses du monde sportif, le sport, une arme politique, publiée chez Édito. Merci beaucoup, cher confrère. Merci Winston, ça a été un plaisir.